Encore une minute. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette table ronde et dont le thème est aussi passionnant qu'important puisque à titre personnel, ayant une entreprise, je le vis au quotidien. Mais aujourd'hui, je ne serai que l'animateur parce que vous allez voir que nous avons des intervenantes qui vont nous donner toutes les tips et toutes les réflexions quant à ce thème qui est donc mal communiqué coûte cher et comprendre enfin pourquoi. C'est parce que c'est bien de le savoir, mais c'est surtout bien de savoir quoi faire et comment s'y prendre. Alors, pendant longtemps, on nous a expliqué que communiquer, c'était avoir un logo, une image, mais dans la réalité des entreprises, ce ralenti coûte un peu cher. C'est-à-dire penser que juste une couleur ou un logo va nous permettre de communiquer, bien évidemment, on le sait tous, ça nous emmène pas très loin. Alors, la communication aujourd'hui, c'est surtout un exercice. Et c'est surtout un exercice que j'emmènerais plutôt même vers l'écosystème. C'est-à-dire que c'est un système de cohérence, de timing, c'est également des supports, des comportements également, on va le voir. Et surtout, c'est un écosystème qui passe par l'ensemble des collaborateurs et du chef ou de la chef d'entreprise elle-même. Aujourd'hui, l'objectif donc de cette table ronde, ça va être de comprendre ce que signifie communiquer pour s'enlever un peu les postulats qu'on a au quotidien, qui était, et j'en reviens à chaque fois avec mon logo, qui était de se dire c'est un logo. Eh bien non, aujourd'hui, la communication, elle est dans les moments calmes du marché, elle est dans les moments un peu plus difficiles. On le verra avec Mélanie qui va nous expliquer ces moments forts. C'est aussi des messages qui peuvent soit rassurer les clients, les collaborateurs, ou parfois fragiliser le message, enfin en tout cas ce que l'on transmet. Et pour terminer cette introduction, c'est aussi de dire que nous allons parler de la préparation, donc des choix que l'on fait, mais également du collectif, avec une fédération qui peut être derrière chaque entreprise, des collaborateurs, et puis surtout, et ça c'est important, on ne construit jamais sa communication seul. Alors, pour parler de cela et aller en profondeur sur ce sujet, nous allons accueillir à ma droite Cécile Leduc, qui est directrice générale de la fédération Eben, pour apporter, j'entends qu'il y a des fans, pour apporter une lecture du marché et rappeler pourquoi la communication s'inscrit toujours dans un écosystème. Bienvenue Cécile. À côté, nous avons à la droite de Cécile Salomé Millet, qui est fondatrice du studio Hélioscope, pour poser une vision structurée, cohérente et durable sur la notion de cette communication qui n'est pas, une fois de plus, qu'un outil, bien loin de ça. Et nous terminerons avec Mélanie Rioux Désurier, qui est la dirigeante de Rioux Solutions, avec un retour d'expérience très concret, j'en parlais un peu, sur qu'est-ce que la communication et comment l'utiliser et bien l'utiliser. Alors, si vous êtes OK, nous allons démarrer dès maintenant ce sujet. Merci mesdames. Nous sommes partis avec une première, allez, je vais appeler ça un bloc, pour déconstruire ce dont j'étais en train de parler. Pourquoi en fait on réduit la communication souvent à un logo, un site web ou des posts LinkedIn et comment c'est une erreur stratégique. Et Salomé, je commence avec la pro. En tant que stratège de marque, du coup, pourquoi le visuel n'est finalement qu'une conséquence et ne focaliser que là-dessus pourrait déjà être une erreur. En fait, je pense que beaucoup de gens oublient que la communication, en fait, elle doit avoir un but. Souvent, justement, donc moi, je fais souvent du coup des identités visuelles et je dis bien identité visuelle parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir en disant j'ai besoin d'un logo et quand on leur demande d'accord, pourquoi vous voulez un logo, ils sont pas capables de répondre. Et ça, pour moi, c'est un peu un point noir. La communication, en fait, elle doit avoir un sens. Faire un visuel, c'est très bien. On peut faire des très beaux visuels, il n'y a aucun souci. Mais si derrière, on n'y met aucune intention, aucun message, en fait, il ne se passe rien. Le visuel, il est juste joli. Et du coup, on perd vraiment toute la cohérence. Donc l'important, ça va être vraiment d'emmener tout le sens derrière, de savoir pourquoi on communique, à qui on communique et comment on veut communiquer. Donc ça, c'est très, très important. Ça arrive avant le visuel, finalement. Donc c'est pour ça, quand on parle d'identité visuelle, moi je fais toujours remplir un document à mes clients en amont où justement je vais leur poser des questions. Et ce n'est pas des questions qui ont des liens avec le visuel. Ça va être pourquoi vous vous lancez, c'est quoi votre ambition, c'est quoi vos valeurs clés, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant finalement. Et ça va pouvoir servir pour ensuite faire un visuel qui est cohérent avec le message qu'on a envie de passer. Donc souvent, c'est un peu l'erreur qu'on fait de se dire on a d'abord besoin d'un visuel avant de savoir vraiment le message.
Donc ça, il faut faire très attention. Et justement, dans l'identité visuelle, quand on parle d'identité visuelle, si vous n'êtes pas familier avec ce terme-là, une identité visuelle, ça ne va pas être juste justement le logo, ça va être tous les éléments qui vont autour. On parle aussi beaucoup de branding, qui est un mot anglais, dans lequel on va mettre beaucoup de choses au-delà du visuel, mais un logo est très réducteur finalement. Si vous donnez juste un logo à une entreprise, on se retrouve vite bloqué. C'est-à-dire que c'est très bien d'avoir un logo, mais comment on l'utilise, à quoi il sert finalement. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'autres choses. Il y a effectivement, donc ça peut passer par les couleurs, les typographies, le ton de voix aussi, comment on s'adresse à notre cible. Donc voilà, la liste, elle est assez longue, mais il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte. Et avant de créer tout ça, il faut justement être sûr du message qu'on veut passer et de toute cette cohérence en amont et de comment on communique entre nous déjà en tant qu'entreprise. Oui. Très intéressant, notamment avec un mot qui est apparu. Il est tout petit, il n'a que 3 lettres, mais c'est le ton. Le ton que l'on prend, là on discute, on a un ton, etc. Mais l'entreprise a un ton quand elle communique. Et ça veut dire que ce n'est pas visuel. C'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire que la communication, tout à coup, rien que dans ce que tu viens d'exprimer, on s'aperçoit qu'elle s'élargit, non pas à du visuel, non pas à simplement des couleurs, mais à quelque chose d'autre. Et Mélanie, toi-même, avant de rentrer dans ce que tu as vécu et ce que tu pratiques en termes de communication, tu as aussi des clients qui viennent te voir, etc. Et de même, comment ça se passe quand on est encore focalisé sur cette idée peut-être de couleur ou de logo, mais que ça s'arrête là? Comment tu pratiques justement? Nous, effectivement, nous sommes concepteurs, fabricants de supports de communication dans les points de vente. Donc, quand on est dans un point de vente, il faut être impactant. Et on en parlait tout à l'heure suite à une conférence précédente. Il y a une expérience qui a été faite dans un magasin où toutes les étiquettes ont été enlevées. Et donc, bien mal, les gens qui pouvaient reconnaître et une mayonnaise d'un shampoing, etc. Donc, ça veut dire que l'identité visuelle est primordiale dans la reconnaissance du produit. Et ça, c'est notre job au niveau de l'accompagnement sur cette partie conception et production. Mais effectivement, sur la partie, je ne vais pas répéter ce que tu as très bien dit, c'est que l'identité, c'est aussi ce que l'on incarne. Et cette pratique, et on en reviendra peut-être après, j'ai essayé de nous l'appliquer à nous, en tant qu'entreprise, en tant que PME, comment demain, moi, je peux véhiculer le ton et l'ADN de mon entreprise. Ouais, très intéressant, et on reviendra effectivement dessus. Et pour aller plus loin même dans ce bloc, Cécile, une fédération aujourd'hui, elle a plusieurs regards, parce qu'il y a ses adhérents, donc que tu vas pouvoir observer. Parce que justement, quand ils viennent, ils se présentent aussi souvent et ils adhèrent. Est-ce qu'ils sont actifs ou pas au sein de la fédération, et donc, c'est ce regard déjà extérieur qui va permettre de nous dire ce que tu peux voir, qui est parfois oublié. Et il y a également le fait que la fédération elle-même communique, pour elle certes, mais pour ses adhérents. Donc, c'est un double enjeu, finalement, quand on parle de communication avec une fédération. Alors, avec une fédération, c'est même encore un peu plus compliqué. Parce qu'en fait, il faut déjà détecter, en effet, les adhérents et dans leur verticalité. Aujourd'hui, nous, on représente les acteurs qui équipent et aménagent l'environnement de travail dans sa complétude, y compris sur la partie petit et grand format, d'où notre présence ici. Et donc, on a différentes verticales métiers. On va de l'IT, du mobilier de bureau, de la papeterie, l'impression numérique et les impressions grand format. Donc, ce sont des verticales métiers très différentes. Et pour autant, on les fédère. Donc, notre communication, c'est très important aussi d'être cohérent. Vous avez parlé de la partie branding. Nous, on a fait un très gros travail aujourd'hui à la fédération sur le branding, mais pour renforcer l'expérience en fait digitale. Et la fédération, c'est une TPE à la base. Et notre réseau d'adhérents, à plus de 91%, c'est de la TPE-PME. Donc, on aime expérimenter chez nous pour pouvoir mieux communiquer en fait, auprès de notre réseau d'adhérents dans leurs différentes verticalités. Et clairement, ça veut dire être en capacité de détecter des signaux faibles, des demandes qui ne sont pas forcément exprimées, d'arriver en fait, à les capter, pour répondre demain en fait, aux besoins de ces différentes particularités. Vous travaillez par l'exemplarité, forcément,
puisque c'est par le biais de vos expériences et autres que vous allez aussi pouvoir montrer à vos adhérents ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Après, on en reparlera un peu plus tard tout à l'heure, mais il y a aussi la communication que vous pouvez faire et comment elle est récupérée par vos adhérents. Compliqué aussi tout ça, de se dire tiens, quelqu'un d'autre communique, qu'est-ce que j'en fais et ce qui est intéressant, c'est que dans votre expérience par rapport justement à ce qui est fédération, mais du coup de montrer l'exemple, vous êtes sur comment dirais-je, des panels de communication qui sont beaucoup plus larges avec des cibles très très différentes. Donc ça déjà, vous, au sein de la fédération, vous sectorisez votre communication, comment vous fonctionnez? Alors nous, en fait, on a un leitmotiv, mais en ADN, c'est on remet l'humain au cœur du dispositif. Et quelque part, quand voilà, ça fait partie de notre ADN de remettre l'humain au cœur du dispositif en fonction des besoins. Donc comment on fonctionne? Bien sûr, on est sur les réseaux de type LinkedIn, on a notre site également, ça, je veux dire, c'est un peu la base, mais on a aussi en fait fait le choix d'avoir un magazine en version papier qui est envoyé à l'ensemble de notre communauté, parce que moi je parle de communauté, en fait c'est extrêmement structurant, et on n'oppose pas chez nous. Donc en fait, comme on représente les acteurs du print et du digital, ce magazine parvient en version papier et en version digitale. Et typiquement, je vais parler d'expériences vécues. Cette année, on a renvoyé des cartes de vœux en fait en version papier qui avaient été vraiment travaillées. Et je remercie beaucoup d'ailleurs notre chargé de communication qui a beaucoup investi là-dessus. Et on a eu des retours extrêmement en fait positifs sur cette carte de vœux, mais qui avait été extrêmement travaillée en termes de communication, bien en amont, pour être en capacité, comme tu le disais, de représenter tous nos acteurs. Voilà. Intéressant. Et bon, pardon, je vais faire une parenthèse. Je ne sais pas ne pas en faire, mais je rebondis, Salomé, parce que je suis allé sur ton site et je vois ces murs peints gigantesques, ces fresques, etc. Est-ce que là, j'avais l'impression que tu avais réinventé Google. C'est-à-dire que quand tu vas chez Google, il n'y a pas un endroit où je ne m'assieds pas, il n'y a pas un mug que je ne prends pas qui ne porte pas le logo, parce que j'ai besoin d'être imprégné en tant qu'employé. Je suis peut-être le numéro 14832. Il faut que je me sente intégré. Et pour poursuivre dans ce que Cécile disait, cette notion de décorer des murs spécifiquement pour l'entreprise, qu'est-ce qu'elle représente justement ? Alors en fait, c'est vrai que j'ai la chance de travailler sur des projets comme ça. Et alors, entre autres, mon plus gros projet, mon projet de cœur, c'est avec LinkedIn, pour lequel effectivement j'ai pu faire des graphismes muraux. Et en fait, eux, alors c'est anglo-saxon, à 1000%, ils sont très en avance sur nous sur le sujet. C'est-à-dire qu'eux, ils valorisent la culture de l'entreprise au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que pour eux, ils ont compris quelque chose que nous, je trouve, voilà, on est vraiment en retard là-dessus, de dire il faut d'abord que nos employés comprennent notre culture pour ensuite que nous, on puisse communiquer auprès de notre cible et de nos clients externes correctement. Si nos propres employés ne comprennent pas, comment les gens en extérieur vont comprendre? Donc ils ont vraiment travaillé tout ça. Ça évolue beaucoup aussi, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez souvent de l'évolution aussi de la communication, parce que en fait, c'est tout simplement humain. Une entreprise, elle évolue, les employés, ils évoluent, les patrons, ils évoluent. Forcément, la communication évolue aussi. Il y a aussi tout ce qui est tendance, etc., qui fait que. On reviendra dessus. Mais eux, ils ont vraiment cette notion de travailler la qualité de vie par avoir des graphismes muraux et des installations murales qui vont vraiment imprégner. Tu parlais de communauté tout à l'heure, et c'est vraiment ça. C'est de faire comprendre qu'on est dans une communauté, qu'on est tous sur la même longueur d'onde, parler de nos valeurs, mettre en avant aussi les employés. Ça, les anglo-saxons le font très bien. Ils ont beaucoup d'installations dédiées à leurs employés. Et il y a une inclusivité en fait, qui est assez intéressante. Donc moi, j'ai la chance de travailler là-dessus, où par exemple, avec LinkedIn, si je reprends cet exemple-là, on va faire des calls avec eux, on va voir un petit peu ce qu'ils ont envie d'exprimer. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on pourrait vite croire qu'on a très vite fait le tour d'une communication d'une entreprise. Mais là où ils sont très intelligents, c'est que du coup, alors forcément, c'est des locaux, on parle de locaux de 5, 6, 7, 8 étages. Voilà, on n'a pas tous les mêmes locaux. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour chaque local, ils vont prendre en fonction de la localité. Par exemple, si on travaille aux États-Unis, si on travaille à Dublin, si on travaille en France, ça ne va pas être la même chose. Donc du coup, on va prendre en compte tout ça.
Et on va essayer de créer, en plus de ce qui est déjà présent, c'est-à-dire la culture de l'entreprise qui est déjà là, de créer un petit peu du sur-mesure en fonction des employés qui sont là et de les valoriser. Et ça, en fait, ça fait partie de cette communication-là avant même de faire le visuel. Donc voilà, moi, je trouve qu'ils ont compris beaucoup de choses que nous, on met encore un petit peu de temps à mettre en place en France. Mais ouais, c'est... Oui, mais on leur laisse de l'avance. Oui, c'est voilà. ça, le principe, c'est notre Ils principe. sont plus nombreux, donc c'est Mais normal. oui, c'est facile pour eux. Puis ils ont quelqu'un qui leur montre l'exemple en ce moment. Oula. Pas de politique. Non. Mais somme toute, Mélanie, ça me fait tout de suite, ça me donne tout de suite envie de rebondir sur ton expérience parce qu'on allait en parler, mais je pense que c'est le bon moment de dire qu'aujourd'hui, tu n'es pas la seule à communiquer dans l'entreprise. Et pour résumer, puisqu'on emploie des mots anglais, ça fait bien, c'est l'employee advocacy, c'est comment transformer en fait en ambassadeur des collaborateurs, sachant que avant juste de te donner la parole, je précise que le LinkedIn est un LinkedIn personnel. Très important dans vos démarches avec vos collaborateurs de dire je ne peux pas te mettre une épée sur la tête ou un couteau sous la gorge en te disant poste ceci. Légalement, on pourrait avoir des problèmes. Donc, comment le faire? Comment toi, tu as opéré du coup? En fait, on a passé une période assez complexe, donc, ce qui nous a obligés à repenser notre communication et repenser nos forces et nos faiblesses. Et on s'est dit que notre plus belle force, c'était nos équipes. Et nous-mêmes, même. À la limite, qui peut parler de son entreprise que son dirigeant. Et force de cette constatation, je me suis dit, waouh, j'ai des pépites devant moi. On a tous serré les coudes dans cette période un peu compliquée. Il faut que je trouve un moyen de récompenser tout le monde de cette reconnaissance. Parce que être en relation avec un client, c'est la plus belle des communications. On parle de communication, mais être direct avec le client, la parole, on parlait du ton, mais aussi le son de la voix porte un message. Et je me suis dit, waouh, si je leur dis demain, tu vas être chef de projet de ça, il y a un mot de trop, c'est chef. Alors là, donc, en fin de compte, je me suis dit, ambassadeur. Ambassadeur, ça ne porte pas du tout la pression, c'est juste une reconnaissance de, tu as un savoir-faire, tu as un savoir-être. Alors ça, c'était mon constat. Sauf que si c'était, encore une fois, descendant, si c'est moi qui l'ai formé à ça, ça n'aurait pas eu la même valeur. Donc on a fait appel à un prestataire extérieur qui a formé 3 personnes de l'équipe en tant qu'ambassadeur sur le digital, ambassadeur sur la conception, ambassadeur sur le SAV, tout ça pour créer du lien avec le client. Et c'est surtout que, comme tu disais très bien, on ne parle bien que ce qu'on connaît. Et donc, cette transmission directe depuis nous, la force interne de l'entreprise qui est notre équipe, vers le client, je trouvais que c'était un joli hommage à leur rendre. Et effectivement, cette prise de parole entre effectivement l'entreprise, l'enseigne, je le dis à mes clients, mais nous, l'entreprise Riou, c'est une entité. Mais chaque individu qui la compose sont aussi des personnes qui ont de la valeur et qui peuvent porter la voix. Et ça, ce qui est intéressant là, c'est, et tu me confirmeras Salomé, c'est qu'une page entreprise sur LinkedIn est très peu vue. Ou en tout cas, elle n'intéresse personne, elle ressemble, sauf quand tu t'appelles Hewlett-Packard peut-être, on va aller la regarder, mais une entreprise comme les nôtres, aujourd'hui, la page LinkedIn n'est pas très puissante, n'est-ce pas? En fait, ouais, la page entreprise, elle a moins de valeur, surtout depuis 2020. Où 2020, avec le Covid, il y a eu un gros changement en termes de communication. Dans le sens où on est beaucoup plus dans la proximité aujourd'hui qu'on ne pouvait l'être il y a une dizaine d'années. Et ça a beaucoup changé et c'est ce qui fait que justement les gens vont plutôt voir les profils personnels sur LinkedIn que d'aller voir la page entreprise. Parce que la page entreprise, on a un peu peur de voir pas forcément des fausses informations, mais des informations plus généralisées qui nous touchent peut-être moins. Alors que quelqu'un où on peut mettre un visage en fait, sur la personne qui va parler, comme vous l'avez dit, de leur entreprise, qu'elles connaissent mieux que personne, là, ça a tout de suite plus de valeur. Donc forcément, les pages LinkedIn, moi, très honnêtement, je communique plus du tout via ma page LinkedIn, je communique via ma page personnelle. Parce qu'effectivement, pas le même impact et il y a un humain derrière réel qu'on peut voir. Alors, ça n'empêche pas qu'on ait des posts parfois qui sont très alambiqués pour pas grand-chose, mais ça reste quand même un pouvoir assez intéressant dans la proximité et d'avoir quelque chose d'un peu plus personnel. En tout cas, qui semble plus personnel sur le papier. Oui. Comment au sein de la fédération, vous communiquez vous êtes sur une notion de structure qui communique ou vous-même, vous communiquez avec vos propres profils?
Alors nous, on expérimente. Nous, on adore expérimenter en fait. On avait bien sûr une page entreprise. Moi, je suis arrivée à la fédération depuis à peu près 1 an. J'avais mon profil personnel que j'avais passé en premium, et donc j'ai passé aussi en premium la partie entreprise. Et donc, de facto, les choses se rejoignent également. Mais en fait, ce qu'on perçoit, nous, des demandes, en tout cas de nos adhérents, c'est un peu le vie ma vie. Et c'est là où clairement en fait la valeur ajoutée, c'est aussi d'aller voir nos adhérents et de faire des interviews. Et que ce soit ces interviews-là, peu importe le canal de communication, j'ai envie de te dire, ça peut être un canal de communication sur LinkedIn, mais aussi nous sur la revue qui est envoyée par exemple, ou sur du emailing. C'est pas le sujet, parce que chacun va consommer selon sa préférence in fine. Mais de facto, c'est ce qui intéresse. Avoir une page entreprise, on est obligé d'y passer pour le côté très institutionnel, les événements, la communication, ce genre de choses. Mais au-delà de ça, si on veut vraiment avoir de l'engagement, de la création de communauté, il nous faut raconter des histoires en fait de personnes, d'humains, avec des échecs aussi, parce que le thème, c'est aussi sur cette notion d'échec, et des réussites, et dire c'est OK, il n'y a pas de souci. Et si je rebondis donc sur ça pour résumer, du coup, il y a eu 2 choses que j'ai entendues. 1, je ne laisse pas quelqu'un de l'entreprise qui veut communiquer seul, je le forme. Je le forme parce que LinkedIn, ou d'ailleurs, c'est pas que LinkedIn, c'est à partir du moment où la personne va parler de l'entreprise, où elle se doit quelque part d'être ambassadrice, même si c'est sur son précaré. Si elle ne sait pas le faire, elle peut mal le faire. On voit bien aujourd'hui que le thème est celui-ci. Si je communique mal, ça va me desservir. Eh bien, si je laisse quelqu'un partir, si je vois qu'il a envie, il est fondamental d'aller le chercher et de lui dire c'est génial, viens, on va ensemble regarder comment on va le faire. De manière à éviter effectivement des débordements, des sujets. Moi qui suis psychopathe, des fautes d'orthographe, bon, ça c'est autre chose. Mais tout ça fait aussi l'image de l'entreprise. Laisser quelqu'un parler de son entreprise avec des fautes d'orthographe, il y a des structures qui l'acceptent, d'autres qui ne l'acceptent pas. Ça fait également partie justement de cette notion de communication par rapport à qui est l'entreprise, que tu disais, quel est le format. Et pour aller donc dans ce tunnel-là de la communication des collaborateurs et autres, on va revenir sur des moments plus complexe quand une entreprise a des difficultés, parce qu'elle n'a pas que des grands moments où il n'y a pas que la galette des rois, où c'est Jean-Pierre qui a eu la fève. Alors là, vous ferez par contre plein de likes. Ça va être fantastique, parce que là, ça n'engage personne. Donc, on est tous contents que Jean-Pierre ait eu la fève. Mais maintenant, on a beaucoup moins de likes quand et Mélanie, je vais te passer la parole, quand on a des situations difficiles et qu'on décide d'en parler. En revanche, j'anticipe un tout petit peu, on a des retours incroyables, mais parfois autrement que par des likes, n'est-ce pas ? Parfaitement. C'est vrai que j'évoquais tout à l'heure rapidement les difficultés par lesquelles on est passé, parce que c'est très simple. Nous sommes situés dans le nord de la France, on travaille pour des sociétés de retail, des enseignes très connues, mais des enseignes spécialisées. Et quand est arrivé le Covid, paf, elles ont fermé leurs rideaux et nous, on a fait moins 40. Donc c'était une période assez compliquée dans le sens où il fallait dire qu'on était là déjà, qu'on était résilient, obligé, mais c'est surtout qu'on a joué la vérité, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas caché. Il a fallu dire à nos clients, à nos fournisseurs qu'on allait passer par des turbulences qui n'étaient pas prévues. Vous pensez bien que si j'avais pu éviter de passer par là, je l'aurais fait volontiers. Donc cependant, ce qu'on a fait, c'est déjà le premier média, c'est quoi ? C'est le tête-à-tête, demander un entretien. C'est effectivement prendre son téléphone pour assumer. C'est aussi avoir un discours direct avec les équipes. Parce qu'il n'y a rien qui peut tuer plus une entreprise le plus rapidement possible, c'est le manque d'adhésion et le manque de confiance des équipes par rapport aux dirigeants, quels qu'ils soient. Donc ça, cette proximité, on l'a mise à la fois avec nos fournisseurs, nos clients et nos équipes. Et puis, il y a eu des médias aussi qui nous ont permis, on en a parlé tout à l'heure, c'est que le premier des médias, le premier concept, c'est ce salon, par exemple, où les équipes sont présentes et chacun vient faire la promotion, parce qu'on est là pour ça aussi, de son entreprise, en disant que sa machine est la meilleure, que maintenant, nous, l'année dernière, on a fait ces brands pour dire « Oh, on est vivant, on est encore là ». Et effectivement, moi, j'avais pris du temps, c'est peut-être parce que c'est mon ancien métier aussi, mais à former mes équipes qui allaient être sur le salon, en disant « Ah, Ryu, vous êtes encore là ?» Bah oui, on est là, on est toujours vivant, on a envie d'être là, la preuve, c'est qu'on se montre. Je leur ai donné l'autorisation de dire que oui, ça n'a pas été facile, mais que oui, on est là et on veut rester là. Donc c'est vrai que
Ben voilà, on est passé par des périodes assez compliquées, hein, on n'est pas formé pour ça, mais dire aussi qu'on a été fragile, qu'on est plutôt fier de s'en sortir. Ça, c'est pas très français de dire qu'on est contente quand on en sort. Mais bon, bref. Et puis, effectivement, ce sentiment d'appartenance qu'on a su propager et cette liberté de ton qu'on a donnée aux équipes de dire ouais, putain, on en bave, pardon pour l'expression, mais on est là. Ouais, très intéressant. Et d'ailleurs, il y a un élément fort dans ce que tu viens de dire et qu'on retrouve dans la gestion de crise. Tous les grands cabinets de gestion de crise disent ne mentez pas. Ça, c'est le premier des éléments. Déjà parce qu'on se fait avoir. Hein, je pense que quand il y a un trou, on met le pied dedans. Donc, ne mentez pas. Et c'est ce que tu dis. Salomé, j'aimerais du coup savoir, puisque comme tu es en amont avec tes clients, etc., comment on peut les préparer justement à savoir communiquer dans les moments plus difficiles? Est-ce qu'il y a des méthodes, par exemple? Alors, je ne sais pas s'il y a une méthode globale, mais en fait, ce que je trouve intéressant, c'est en fait, à chaque fois qu'il y a une crise, c'est là qu'on se rend compte des problèmes qu'il y avait et qu'on n'avait peut-être pas vus avant. Donc c'est bien d'essayer de les anticiper. Alors après, j'ai pas de méthode miracle, mais c'est pour ça que la communication, elle joue un rôle important dans. C'est bien d'être préparé au fait que oui, demain en fait le chiffre d'affaires il peut s'effondrer pour X ou Y raison, que demain au contraire le chiffre d'affaires peut augmenter et que d'un coup on se retrouve on croule de travail et qu'il faut peut-être recruter, trouver justement des autres équipes. Donc tout ça, il faut y prendre en compte dans la manière dont on va communiquer. C'est pour ça que la question, souvent c'est une question un peu bateau qu'on pose aux gens de tu te vois où dans 5 ans, tu te vois où dans 10 ans avec ton entreprise. Et souvent les gens ils disent je sais pas, mais c'est bien d'y réfléchir. Évidemment on ne peut pas savoir, mais c'est bien d'y réfléchir et de peut-être avoir un espoir de ce qu'on aimerait être à ce moment-là et du coup de commencer à anticiper de comment on pourrait communiquer le jour où ça arrivera. Donc c'est plutôt sur l'anticipation que j'essaye de les faire un petit peu travailler, même si moi ma partie est plutôt visuelle. J'aime bien quand même leur dire, voilà, restez quand même à l'affût de potentiels changements qui pourraient arriver. Voir grand, commencer petit, mais au moins. Exactement. Et l'autre élément également, c'est de ce que vous dites, c'est que c'est une continuité. Si j'apprends à bien parler, à bien communiquer quand tout va bien, je serai préparé quand ça ira un peu moins bien. Ce qui est complètement différent de tout à coup se rendre compte que il va falloir qu'on parle, on n'a jamais parlé, on ne s'est jamais exprimé, on n'a jamais rien montré, les collaborateurs non plus, et là tout à coup il faudrait que tout le monde s'y mette. Complexe, mais il peut y avoir des aides, parce que ma question qui va vers toi Cécile, c'est quand une entreprise traverse des périodes délicates, en quoi la fédération peut justement apporter peut-être un soutien ou en tout cas une image de force. Et est-ce qu'une entreprise fait bien de s'appuyer sur sa fédération pour montrer qu'elle est encore là et, comme tu disais, est en forme? Alors nous, on aime à dire crise égale opportunité. Déjà, parce qu'à un moment donné, il faut positiver un peu même les crises. Et les crises, c'est aussi un moment de réflexion. Et c'est un moment aussi où on peut prendre de la hauteur, s'extraire aussi. Souvent, quand on doit gérer une crise, on est la tête dans le guidon et on ne prend pas cette hauteur. Et si on ne prend pas cette hauteur, on ne peut pas réfléchir avec le collectif de travail, on ne peut pas réfléchir dans la confiance. Et donc la communication, ça passe par le collectif de travail, ça passe par la confiance. Et donc nous, en tant que fédération, notre job, c'est de fédérer. Donc encore plus des personnes qui sont dans des situations de crise. C'est évident. Et quelque part, un des premiers axes, c'est celui aussi, et ça peut sembler complètement contre-intuitif, mais c'est celui de dire, prenez de la hauteur, respirez, venez rencontrer des personnes qui ont rencontré possiblement déjà la crise que vous êtes en train de traverser, parce que vous n'êtes pas seul au monde. Et donc, dans une fédération, en fait, c'est un peu l'objectif, c'est qu'on mette en contact en fait, des acteurs qui ont pu traverser cette situation. Comme ça permet aussi de positiver aussi le discours. Oui, je vois la porte de sortie envisageable et possible. Et puis, des acteurs qui ne sont pas forcément de votre écosystème, parce que vous pouvez aussi trouver des solutions dans des verticales métiers, par exemple, qui sont différentes et qui vont vous aider aussi à sortir la tête de l'eau et à faire preuve de créativité et de résilience et d'efficience derrière. Donc, à la fédération, ça se passe par des déjeuners, par des rencontres en bilatéral, par des déplacements, par des salons. Et en fait, c'est pluridisciplinaire, plurifactoriel. Il n'y a pas une solution magique. Il y a la solution en fonction de la problématique qui nous est en fait adressée.
Et c'est intéressant et c'est la parfaite suite de cette réflexion, c'est de dire on a tellement de moyens de communiquer que soit on en oublie, soit on en utilise trop, soit on fait du MeToo. Alors le mot a été utilisé pour d'autres choses, mais ça s'appelle le MeToo marketing. Il y a Paul qui a fait une super campagne et c'était génial et il a eu plein de retours. Je vais faire exactement la même. Alors il y a des agences qui ont gagné plein d'argent en faisant ça et j'en parle parce que c'était dans le jeu vidéo. Et donc FIFA avait fait un truc super, l'autre vient faire la même chose. Pour l'agence c'est facile, mais dans la réalité des faits, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et Salomé, j'aimerais bien, si tu peux un peu nous délayer tout ça, de dire comment je m'organise en fait quand je veux communiquer. Ouais, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont peur de la communication parce qu'en fait, très vite, ils se rendent compte justement de toute l'organisation et de tout le temps que ça peut prendre. C'est pour ça que c'est bien d'être bien entouré. On parlait un peu justement de communiquer un petit peu partout, à tort et à travers. Souvent, l'erreur qu'on fait, c'est justement d'oublier ce dont on parlait au tout début, c'est d'oublier la cible à qui on s'adresse. Moi, j'ai plein de clients des fois qui viennent me voir et qui me disent du coup, je voudrais des templates pour communiquer sur Instagram. Je dis d'accord, mais est-ce que votre cible, elle est sur Instagram? Parce que si vous communiquez sur Instagram, mais que votre cible, elle n'est pas dessus, vous allez juste perdre du temps. Vous aurez un très beau compte, certes, mais en fait, il n'y aura aucun intérêt. Donc ça, c'est un gros travail à faire en amont de savoir où est-ce que notre cible, elle se trouve, comment communiquer avec elle. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut choisir un seul canal de communication et qu'il n'y en a qu'un. Il peut y en avoir plusieurs, mais voilà, ça ne sert à rien d'aller sur TikTok si notre cible, elle n'est pas sur TikTok. Par exemple, si on prend, je vais prendre deux opposés, LinkedIn et TikTok sont deux réseaux sociaux, mais on ne communique pas du tout de la même façon dessus. Donc en fait, il faut vraiment réfléchir à qui on s'adresse et comment on va leur parler. Du coup, il faut savoir déjà ce qu'on a envie de dire, comment on a envie de leur dire, et il ne faut pas flouer le message. En fait, plus on va s'éparpiller, plus le message va être complètement flou, impossible à comprendre, et on peut un peu brouiller les pistes, et en fait, les gens vont plus vraiment comprendre soit ce que vous vendez, soit ce que vous voulez dire, etc. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant de savoir à qui on s'adresse et où on va aller, quoi. Il y a un peu la peur quand même de se dire ah ouais mais je suis pas sur Instagram parce que Oui. J'étais hier à la maison et ma fille m'a dit que c'était nul, j'étais pas sur Instagram. Chose entendue, hein, donc je me permets de le répéter et je ne citerai pas que c'est Jean-Pierre. Et dans tous les cas, on a quand même cette notion d'avoir peur de rater des clients parce qu'on n'est pas sur un réseau. Et Mélanie, ça m'intéresserait du coup de savoir comment tu as structuré justement ta communication, non pas simplement en période de crise, mais au global, sur une entreprise comme la tienne, qui au départ est plutôt industrielle, qui va avoir des machines, etc. Et du coup, comment tu as structuré cette communication? Comment elle est optimisée, organisée humainement et sur les outils également? Alors moi, mon marketing datant du XXe siècle et qui a eu des nouveaux outils depuis, je me suis dit waouh, donc j'ai plein de choses à dire, je vais en incarner certaines, sur les doutes, les recherches, les innovations, ça c'est mon job. Et puis il y a mon outil, c'est mon entreprise, Ryu, et donc elle va partager des choses réelles, des choses partagées, des choses, des bonnes façons de faire. Donc voilà, je me suis assise, en plus, communication de crise, au mois de mai, je me suis rupture du tendon d'Achille. Donc là, je me suis stoppée, j'ai réfléchi, voilà, là aussi, communication de crise. Mais ceci étant, j'ai des outils, LinkedIn, j'ai des salons, ok, comment je vais faire? Eh bien, je me suis créé une copie stratégie, une copie média de comment je vais communiquer, à quel moment, parce qu'il y a il ne faut pas être idiot, hein, on sait que sur LinkedIn, c'est plutôt le matin à 8h30 où les décideurs que moi je veux toucher, ça sera plutôt le matin. Si je veux communiquer sur la galette des rois sur le site de mon entreprise, ça sera plutôt dans la matinée, voire l'après-midi. En fin de compte, il y a un outil qui est génial, après vous choisissez celui que vous voulez, mais vous avez ChatGPT, Gemini, et vous dites voilà, je veux faire ça, qu'est-ce que tu me conseilles? Que font les autres? Soit vous copiez-collez ce que font les autres, ça c'est vous regarde. Moi j'ai plutôt une tendance à dire s'ils font ça, moi je vais faire autrement. Mais ça c'est plutôt mon ADN. Mais bon, donc vous avez plein d'outils, plein de ressorts à écrire. Ça fait peur le mot copie stratégie ou copie média, mais non. Vous avez une cible, vous avez envie de dire quelque chose et vous vous donnez les moyens de trouver le bon média qu'il faut. Les puristes diraient le bon médium, mais bon, le bon média, voilà. Je rajoute juste quelque chose parce que je trouve ça hyper pertinent. Le côté spontané en fait quand on communique, souvent en fait ça fait un peu peur quand on communique pour notre entreprise, qu'on soit seul ou qu'on soit une dizaine.
on a toujours un petit peu peur de communiquer et de se dire je ne vais pas utiliser les bons mots, etc. C'est pour ça qu'on se fait accompagner. Mais il ne faut vraiment pas oublier ce côté spontané-là. Et c'est souvent justement, comme tu le disais, ce genre de poste où on va parler de choses peut-être un peu plus personnelles, tout en réussissant en fait à les lier à notre entreprise, où là en fait il va y avoir des vraies clés d'activation. Donc n'ayez pas peur d'être spontané non plus. Communiquer et avoir une stratégie de communication, ça ne veut pas dire enlever toute spontanéité. Il y a plein de gens à qui ça fait peur, mais vraiment c'est hyper important de garder ça. Et je pense qu'on peut également préciser que n'essayez pas d'incarner ce que vous n'êtes pas. Parce qu'à vouloir ressembler à l'autre, vous n'y arriverez pas. Et Dieu sait si j'ai essayé d'être Jean-Paul Belmondo ou Alain Delon, je n'y suis pas arrivé. Ils sont de ma génération, je ne connais pas les nouveaux beaux, alors je n'ai pas pu les choisir. Mais toujours est-il que la réalité des choses, c'est qu'à vouloir être différent, on casse son message et surtout ça grésille. Vous voyez, c'est comme un mauvais poste radio où on n'est pas bien sur la fréquence. Et ça ne marche pas. Et pour aller dans la continuité de ce que nous disons, c'est que... on parle beaucoup là quand même des réseaux sociaux, mais n'oublions pas que toute cette terminologie de communication, elle passe par ce que l'on voit au quotidien. Tu parlais des salons, on parlait tout à l'heure des déjeuners, vous organisez des dîners, etc. Il y a la tenue des collaborateurs, on voit qu'il y a des capacités d'impression et le salon d'à côté permet d'habiller toute l'équipe et d'avoir des vêtements logotés, etc. Tout ça, c'est de la communication et elle doit être pensée pour une fois de plus, être ce que vous êtes. Aller équiper tous ces commerciaux en costume, cravate, logoté, etc. Si les gars sont plutôt techniques et autres, ça ne marche pas. Il faut que là aussi les gens se sentent bien, pour rejoindre ce que tu disais, il faut que les gens se sentent bien dans ce qu'ils sont et de ce que leur entreprise leur permet d'être. Donc ça c'est important dans ce que j'entends et dans la précision, une fois de plus, de dire c'est McDo qui dit venez comme vous êtes, mais en fait c'est communiquer comme vous êtes, avec certaines retenues, puisque bien sûr on communique pour les clients et pas que pour soi. On évitera peut-être certaines blagues ou blagounettes qu'on aime faire en individuel. Donc ça c'était intéressant. Il y a un mot, alors je fais encore une parenthèse, allez j'en ouvre une autre, mais tu as parlé de ChatGPT, notre ami Gemini qui vient de chez Google a priori. Effectivement, comment ça vous l'utilisez? Ah ben tiens, comment vous l'utilisez-vous à la fédération? Est-ce que vous l'utilisez? Est-ce que c'est réprimé pour avoir une certaine, comment je pourrais dire, sécurité des données, etc. Comment vous l'utilisez dans l'usage de la communication générale? Alors, je vais revenir sur deux sujets. Déjà, la cohérence. Quand on parle, parce que le thème, c'est mal communiquer coûte cher. Donc, moi, j'ai envie de te parler je vais parler de ChatGPT, c'est pas le sujet, mais de cohérence. Typiquement, nous, à la Fédé, on avait en fait revu complètement la charte graphique, toute la partie logo, charte graphique, etc. Mais nos locaux, ça transpirait pas. Donc, il y avait incohérence. Je peux m'en occuper. Donc, clairement, en fait, on s'est dit, déjà, il faut qu'on soit cohérent de façon digitale, aussi bien quand on communique réseaux sociaux, branding, même jusqu'à la facturation. On a des bulles, par exemple, des bulles de couleur. Et ben là, notre facturation, on va sortir avec des bulles de couleur pour que ça transpire, en fait, et qu'il y ait une vraie stratégie de marque. Et ça, on l'a fait aussi dans nos locaux, pour qu'il y ait une cohérence sur l'exhaustivité du parcours. Ça, c'était sur le point que tu évoquais avant ta question. Maintenant, sur les outils d'IA, évidemment que nos collaborateurs, même si on est fédération, donc plutôt institutionnelle, ont une totale liberté d'utilisation des outils d'IA. On ne peut plus, à notre époque, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais brider ça, parce qu'on est déjà assez en retard, donc on ne va pas creuser le retard. Donc, par contre, ça ne veut pas dire que c'est open bar, ça veut dire que ça s'inscrit dans une stratégie de communication et qu'il doit y avoir une validation. Est-ce que là, on répond bien aux objectifs de la stratégie de communication? Si ça répond... En fait, l'IA, c'est un outil. Mais comme plein d'autres choses, le CRM est un outil. Voilà, donc c'est comment on se sert de nos outils dans l'objectif d'atteindre les objectifs qu'on se fixe. Oui. Oui, l'IA, effectivement, on en parle beaucoup. Et effectivement, ne pas l'utiliser, ça serait dommage. En revanche, Salomé, toi, avec tes clients, comment c'est perçu cette... Alors,
Bon, non, j'ai une autre question, c'est que maintenant qu'il y a l'IA, on veut plus payer les structures qui t'aident à faire de la com parce qu'on pense qu'elles font plus rien. Mais ça, je referme cette parenthèse, j'avoue. Mais Non, mais y a pas de- mais du coup, comment toi, tu les conseilles sur cette utilisation? Parce qu'il y a des dangers. Outre les hallucinations, il y a quand même des fausses infos. Et comment tu organises ça, du coup? Alors, pour l'instant, j'ai pas trop de clients, parce que moi, j'ai un profil plus petit, vu que je suis en freelance, en micro-entreprise. Donc, j'ai un profil plus petit, donc je travaille beaucoup avec des très petites entreprises ou des petites sociétés qui, eux, pour la plupart, n'utilisent pas ou très peu l'IA. D'un point de vue de la création, j'ai pas trop de soucis. Je suis assez optimiste. Je suis quelqu'un d'optimiste. Quand Canva est arrivé, par exemple, tout le monde a dit « Oh là là, les graphistes vont mourir, Canva peut faire des logos en 5 minutes ». Sauf que les logos Canva, ils ne fonctionnent qu'un laps de temps très réduit. Pour être très gentil. Et ils ne sont pas imprimables. Il n'y a pas de vectorisation. Il y a plein de soucis et au-delà de ça, voilà, c'est encore des choses où, pour moi, Canva, par exemple, quand c'est arrivé, les gens qui n'avaient pas le budget de faire appel à un graphiste ont fait appel à Canva, mais de toute façon, ils n'auraient pas eu le budget pour faire appel à moi. Donc, je ne considère pas que j'ai perdu des clients. Là, l'IA, effectivement, peut permettre des choses, mais encore une fois, si on n'est pas clair sur ce qu'on veut demander et sur le message qu'on veut communiquer, la création, elle ne va pas suivre. Je vois des choses tous les jours et à chaque fois, je me dis, c'est bon, ça va le faire. Donc non, à ce niveau-là, je suis assez sereine. Après, effectivement, l'utiliser comme un outil pour, ne serait-ce que pour corriger le texte, on peut l'utiliser. Moi, j'avoue, je l'utilise assez peu pour d'autres raisons. L'IA me fait plus peur pour plein d'autres choses, politiquement parlant, sociétalement parlant, environnementalement parlant. Oula, je l'ai très mal dit. Si, il est passé. Voilà, c'est plutôt là-dessus que moi, ça m'inquiète. Après, voilà, si des gens décident de l'utiliser dans le copy strateging, etc., là, je le comprends parce qu'il y a un enjeu qui est intéressant. Après, effectivement, c'est bien de toujours repasser derrière, être sûr que tout est clair, que ça suit bien la stratégie qu'on a mis en place de base avant de passer par l'IA. Donc pour moi, il y a toujours l'humain qui doit revenir derrière pour vérifier, parce qu'il y a quand même des petites dingueries qui sortent de temps à autre. Mélanie, toi, du coup, tes ambassadeurs l'utilisent ou comment tu as organisé les choses pour finir sur ce sujet de l'IA? Mais c'est important de savoir comment gérer cet animal quand même. Alors, dans mes 3 ambassadeurs, j'ai quand même un concepteur créatif. Je ne vais pas lui parler d'IA. Si, je lui ai dit, tiens, tu as vu que Adobe vient d'insérer dans la suite Adobe ChatGPT? Oh, quoi, non, ça va pas. Non, je pense que c'est un outil. D'abord, il faut savoir rédiger un prompt. Il faut savoir pourquoi on l'utilise. Moi, j'aime assez parce que ça garde un peu comme... J'ai pris un abonnement, ça garde un peu ma tonalité. Enfin, voilà. Et c'est surtout, moi, c'est un outil challengeant. C'est... j'ai pas la vérité. Dis-moi comment c'est fait ailleurs. C'est ça qui m'intéresse. Ça m'enrichit. En 3 clics, je suis enrichie, alors qu'avant, j'allais chercher et dans l'atlas et dans l'encyclopédie. Là, j'ai tout sous la main. Je vais pas mentir. Ça me fait gagner 4 heures par semaine parce que ça me permet d'être efficace. Ça me permet de faire mon job à côté. Voilà. Et c'est un outil que j'utilise, moi, plutôt sur cet enrichissement permanent et confirmation de données, surtout. Oui. Et à confirmer quand on les reçoit. Très bien, je vois qu'on arrive vers la fin de cette session. Je vais vous proposer chacune de me donner peut-être une réflexion sur cette notion de communication pour dire s'il y avait une chose à retenir chacune dans vos spécificités, quelle serait-elle pour une entreprise qui se dit OK, et c'est l'objectif que l'on souhaite vous transmettre, c'est de vous permettre de repartir en disant ah tiens, ça m'a parlé parce que ça me correspond et je vais tout faire pour le mettre en place. Cécile, tu veux bien démarrer? Tout à fait. Moi, j'ai envie de le résumer en un mot, c'est l'expérimentation. Je crois qu'une bonne communication, c'est aussi la capacité d'expérimenter et de partir, d'être humble, de partir du postulat qu'on ne connaît pas les choses et donc de tester sur des petits panels, en fait, des petites entités, des clusters, pour voir justement est-ce qu'il y a adhésion ou pas. Et si ça prend, allez, on y va, on se lance. Clairement, nous, c'est ce qu'on essaye de faire avec nos 2600 entreprises que l'on représente. Voilà. On choisit quelquefois quelques-unes. On adresse le message, on voit si ça prend. Si ça prend, c'est OK, on ouvre les vannes. Et si ça ne prend pas, on analyse le retour d'expérience. Et on essaye de justement nous adapter
Donc voilà, innovation, adaptation et aussi de communiquer sur ce qui n'a pas marché. Parce que c'est riche d'enseignements aussi de communiquer sur ce qui n'a pas marché. Très bien, donc expérimentation et on n'a pas peur. Mais on ne le fait pas avec tout le monde. Exactement. On fait un peu attention. Bah, un petit peu quand même. Bah oui, quand même. Salomé. Alors, je te rejoins sur et l'expérimentation et le fait de ne pas avoir peur de se lancer, sinon on communique jamais. Et on parlait de quelque chose tout à l'heure, je n'ai pas rebondi dessus, mais que moi je trouve très important, c'est justement l'échange avec alors, soit des gens de notre milieu, soit des gens d'un autre milieu, sur comment eux ils communiquent. Je trouve qu'on sous-estime vraiment trop les échanges et on pense toujours que les gens ne vont pas oser nous donner leurs petits tips, etc. Si, il y a plein de gens qui sont prêts à échanger avec vous sur votre communication. J'ai la chance de voir ça. J'ai un média où j'échange avec plein de créatifs de milieux complètement différents et qui, pour autant, ont des problématiques de communication et de création qui sont très similaires. Et du coup, d'émission en émission où j'échange avec ces personnes-là, en fait, j'arrive à prendre à gauche, à droite des trucs où je me dis, mais ça, par exemple, j'y avais pas pensé et pour autant, je suis pas du tout dans le même milieu. Donc, voilà, l'échange avec d'autres personnes, oser poser des questions et voilà, oser tester, c'est des choses qui sont, selon moi, très, très importantes. Et c'est pas parce que je suis une entreprise technique ou autre que je n'ai pas le droit de parler de communication avec quelqu'un, bien au contraire. Oui. On est d'accord. Donc n'hésitez pas à parler de communication, même si vous dites, mais non, nous on est une société technique, on fait de l'impression ou autre, ou du digital, mais digital, sécurité, cybersécurité. Oui, mais vous avez besoin de communiquer. Donc le fait d'en parler avec d'autres, ça ouvre des leviers, ou en tout cas ça en enlève certains, ou ça en apporte, pardon. Mélanie, quelle serait toi ta conclusion sur ce sujet du coup ? J'ai un peu peur de partir avec un Kleenex à la main, mais je pense que communiquer, c'est juste être sincère. Être droit le matin quand on arrive, même si on sait qu'on va avoir un projet qui ne va pas être super intéressant parce que le client est réticent à une augmentation de budget ou un adhérent qui est un peu ronchon le lundi matin et qu'il faut quand même assumer. Non, je pense que bien communiquer, c'est être en accord avec ce que l'on dit, avec ce que l'on fait et pas peur, effectivement, de partager et les expériences heureuses et les expériences un petit peu plus hard. Et c'est vrai que je parlais tout à l'heure de la difficulté par laquelle on est passé. Moi, j'y ai vu aussi un signe et j'ai pris, je n'avais pas prévu de vous dire, mais peu importe, mais j'ai pris d'autres engagements aussi auprès de la chambre de commerce à côté de chez moi pour donner de mon temps. J'ai du temps à donner, je n'ai pas de sous, donc j'ai que des dettes. Non, mais blague à part, c'est que voilà, je me dis que donner ce qu'on sait faire, partager, et ça ne coûte rien, c'est juste un peu de temps. Et je pense que c'est ça, bien communiquer. Oui, merci à toutes les trois. J'ai appris plein de choses. Merci beaucoup. Et la conclusion serait celle-ci, c'est de dire qu'en fait, la communication, tu as plutôt intérêt à t'y mettre. Mais pas n'importe comment, en étant soi-même, en sachant la dompter sur des canaux qui sont des canaux que l'on peut maîtriser et qui ne sont pas à l'opposé de ce que l'on est. Et parce que si on ne la maîtrise pas quand tout va bien, on la maîtrisera encore moins bien quand tout ira mal. Et on implique effectivement les collaborateurs. Je crois que ça a été un des éléments forts, parce que c'est aussi les remercier que de les impliquer dans la communication de l'entreprise. C'est aussi montrer leur responsabilité. Je pense que ça, c'est important dans le management, cette notion de responsabilité. Et donc d'avoir cette envergure de position sur la communication qui n'est donc plus un logo, ça arrivera, mais on va d'abord se positionner sur ce que l'entreprise doit dégager, ce qu'elle doit transmettre en étant elle-même, sans oublier le regard de l'autre. Qu'est-ce que l'autre attend de soi ? Parce que forcément, quand vous vendez quelque chose, c'est qu'il y a un besoin de l'autre côté. Et ce besoin, il faut y répondre. Et le biais de la communication est un moyen de répondre sans vendre. Donc, très intéressant. Un très, très grand merci. Est-ce que Merci je peux à vous. rajouter aussi un mot ? Ah oui. Faites communiquer aussi vos clients. C'est-à-dire, on n'en a pas parlé, mais ce sont des excellents commerciaux et ambassadeurs. Faire communiquer ses clients, mais maîtriser leur communication. À quand 100%. Merci beaucoup. Avez-vous des questions, ou alors on a été tellement exhaustif que vous repartez avec le cœur rempli d'envie ? Des questions parmi vous ? Non. Je vous invite, si vous avez des questions plus personnelles, vous êtes disponible, me disiez-vous, pour répondre à chacun. Un grand merci et bonne fin de salon. Je pense que ça s'arrête bientôt.